Bonjour à tous, je m'appelle Stella Kanga. Beaucoup me connaissent comme étant étudiante camerounaise, 27 ans, présente en France depuis 2017. Et voilà, mais bon, maintenant les études sont finies. Je suis à peu près lancée dans la vie active, présente régulièrement sur les médias, notamment celui de RMC. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon livre qui s'appelle La France n'est plus la France, paru aux éditions du Verbe Haut. C'est un dialogue non coupable que j'ai voilà, effectué entre moi et le journaliste François-Xavier Consoli. J'ai choisi la formule entretien déjà parce que c'est la formule que je maîtrise le mieux. Voilà, on ne peut s'exprimer que par le moyen qu'on maîtrise le mieux. Ensuite, j'ai effectivement choisi d'écrire ce livre parce que on m'a beaucoup posé la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je prends la parole dans les médias, pourquoi on me donne la parole alors que je ne suis pas française. Et très régulièrement, cette question tout à fait légitime m'a été posée soit des personnes issues de la diversité, je déteste utiliser ce mot, mais voilà, soit effectivement des personnes françaises qui ne comprenaient pas pourquoi, voilà, on me posait des questions et me demandaient, tu n'es pas française, alors pourquoi tu t'exprimes au nom de la France? Donc, il a fallu que, voilà, j'écrive ce livre déjà pour répondre à la question du pourquoi, pour expliquer aux gens pourquoi ma parole est tout à fait légitime, pourquoi j'ai le droit de m'exprimer. Et c'est pour ça. Donc, il en résulte en fait de mon parcours. C'est un livre témoignage, d'où le dialogue non coupable. Non coupable parce que je n'ai pas à rougir et je n'ai pas à avoir honte, voilà, des positions que je prends. Et aussi parce qu'il serait un tout petit peu temps que, voilà, chacun ait le droit de prendre la parole et de s'exprimer sans avoir peur de recevoir une quelconque étiquette de facho, raciste, traître et autres joyeuses, autres festivités dans le langage. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Mon amour de la France s'est opéré en trois phases, c'est-à-dire la première phase résulte, si vous voulez, de mon histoire commune avec la France, la présence de la France sur les terres camerounaises, l'histoire et la culture que la France nous a laissé, nous a légué en héritage. Et ensuite, ce fut une expérience transmise de la part de la personne qui m'a aidé à venir en France. Et enfin, c'était mon expérience à moi, parce que j'ai côtoyé autant les personnes qui se disent voilà, de la communauté noire et les Français. Quand je suis allée à la rencontre des Français, j'ai encore plus aimé ce que moi j'ai découvert. Donc, mon amour de la France, il n'est pas brutal ou il m'est pas sorti voilà, d'un coup de chapeau en me disant ça y est, je vais aimer la France comme ça. Ça s'est fait au cours d'un processus. Et aujourd'hui, j'en suis là parce que oui, j'aime la France et j'estime que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, la France mérite d'être aimée. On n'a pas, comment dire, à stigmatiser, que ce soit d'ailleurs la France, que ce soit nos origines. On n'a pas à agresser, si vous voulez, les nouvelles générations en disant que voilà, vos ancêtres ont mis les pieds en Afrique, ont commis des atrocités. Je pense sincèrement que le passé est là pour nous rappeler qu'il ne faut justement pas reproduire les erreurs passées dans le futur. C'est vraiment ça ma position. C'est-à-dire que le passé n'a pas à influencer le futur, il n'a pas à se répéter, au contraire, il doit servir d'expérience et de leçon. C'est pour ça que j'estime que toute personne issue de la diversité, des minorités, je suis vraiment obligée de faire cette distinction-là, devrait avoir le courage de faire la part des choses et de se dire que voilà, je suis là, quels sont mes objectifs et est-ce que je peux les atteindre sans forcément me faire passer pour une victime et sans forcément faire passer l'autre pour le méchant blanc qui ne veut pas mon progrès ou mon succès dans la société. Partir du Cameroun, on se dit qu'on va dans un pays étranger, notamment un pays occidental, on sait à peu près ce qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire, de prime abord, bah, des Blancs, des Français. On s'attend à voir une culture française, des gens qui parlent français, des restaurants, tout ce qui en réalité englobe la culture que nous, on nous a dépeint dans les livres. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le choc qu'on peut ressentir quand on arrive
surtout moi, comme je n'ai pas manqué de le rappeler, ma première expérience, partant du 93 pour arriver à Barbès lors d'une journée d'intégration à l'école. Elle était assez choquante parce que je me suis demandé s'il y avait une partie, si la France était une partie de l'Afrique. Parce que voilà, c'était un peu choquant de me rendre compte que je voyais plus de noirs que de blancs à Château-Rouge ou à Barbès, d'ailleurs où on était amené à faire des achats pour la journée d'intégration. Non pas que j'ai un problème avec les Noirs, non pas que j'ai un problème avec que je sois xénophobe, non, c'est pas ça la question. Mais si vous voulez, il y a quand même une certaine image, pas forcément édulcorée, mais une certaine réputation. Et quand on arrive là et qu'on voit que c'est pas, et que l'image, si vous voulez, n'est pas fidèle à la réputation, il y a quand même un sentiment de désolation. C'est pour ça que j'ai dû expliquer pourquoi moi je ne trouvais pas forcément normal, après ça reste mon avis, on n'est pas obligé de le partager, que voilà, que j'arrive dans Paris, que ma première expérience fut autant pour moi traumatisante parce que là je m'attendais à voir autre chose que ce que j'avais laissé chez moi. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour déterminer si effectivement il y a plus si le fait qu'il y ait plus de kebab pose un problème aux Français. Je pense que là, il faudrait poser la question pour le coup à des Français. Mais si vous voulez, moi, quand je pars du Cameroun, je m'attends à venir voir une culture française et clairement, le kebab n'est pas une culture française. Le kebab, c'est quelque chose qui a été importé de la culture arabo-musulmane et là je parle de façon globale, et qui s'est implanté en France. C'est un fast-food, voilà, tout comme le McDo, tout comme les chaînes alimentaires voilà, de sushi et compagnie. Pour moi, c'est pas ça la culture française. Du moins, ce n'est pas ce n'est pas ce que mes recherches m'ont dit. Donc oui, quand je suis arrivée là, je m'attendais à avoir plus de bistrots. Et d'ailleurs, je peux le dire, j'adore manger dans les bistrots. C'est même comment dire, une passion de faire des recherches et de trouver les bistrots qui ont gardé leur charme parce que j'ai envie de découvrir l'art culinaire français. Et pour quelqu'un qui est étranger, je pense que c'est justement ce que nous devrions faire. Arriver en France pour découvrir la France. Pas arriver en France pour découvrir voilà, les kebabs ou des maisons de sushi ou pour manger du McDo. Encore moins voilà, pour manger indien. Moi, si je viens en France, même si ça peut arriver de temps en temps que je découvre ces autres cultures-là, principalement, je viens là pour découvrir l'art culinaire français. Il y a des personnes qui vivent en France issus de la diversité, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'une bonne blanquette de veau, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bœuf bourguignon. Et pour eux, parfois, ils ne font même pas, si vous voulez, l'effort de goûter et de se dire non, ça, je préfère ça et ça, je ne préfère pas. Donc, à quoi ça sert, en fait, de venir dans un pays étranger si ce n'est pas pour découvrir le pays en question? En effet, l'école des années 60, des années 60 en France, elle est toujours présente au Cameroun. C'est-à-dire que c'est dans cette école-là que j'ai baigné, c'est cette éducation-là que j'ai reçue. Moi, quand ma mère, vu que ma mère elle est enseignante de français, quand elle me donnait des leçons, moi, je récitais, je mémorisais les fables de La Fontaine. L'idéal pour ma mère n'était pas que je récite uniquement les fables. L'idéal, c'était que je retienne en même temps les leçons de morale qui découlaient de ces fables-là. En outre, au fur et à mesure qu'on avance dans l'éducation et qu'on entame voilà, la littérature, telle qu'on me l'a enseigné, on apprend à faire la différence voilà, entre l'art pour le progrès et la littérature engagée. Si vous voulez, moi j'ai baigné dans cette ambiance-là, dans cet environnement-là de grands auteurs français. Ma mère, elle nous faisait aimer, elle nous faisait adorer la littérature française. D'ailleurs, j'aime toujours utiliser cette citation de Julien Green qui dit que le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. C'est-à-dire, autant on pouvait lire des livres engagés, autant les livres engagés comme ceux de Stendhal où il dit clairement que le livre est un miroir que l'on promène le long d'une rue. C'est-à-dire que le livre est le reflet de la société. Autant on pouvait également lire des livres par lesquels on pouvait s'évader, notamment des livres de poésie. Et encore, il y avait même des poésies engagées, il y avait des poésies qui étaient simplement là pour l'esthétique.
Or, aujourd'hui, le débat, il n'est pas situé au niveau de est-ce que on peut, la littérature, elle a toujours gardé, si vous voulez, cette grandeur-là. Non, le débat, il est situé au niveau de le français dans les livres, dans les grandes œuvres, les grands classiques littéraires, un peu trop soutenu pour la nouvelle génération. Donc, il faudra le simplifier. On a assisté à un autodafé de ces grands classiques-là de la littérature et on nous explique que, voilà, le niveau est tellement médiocre, est tellement bas que Molière ne serait plus adapté comment dire, à l'ambiance, enfin, dans le système éducationnel de 2020, de 2021, de 2022. C'est dommage parce que nous, quand on ne connaissait pas et qu'on ne comprenait pas un mot, ma mère, en tout cas, elle nous faisait faire la démarche de prendre un dictionnaire et de fouiller le dictionnaire pour avoir la définition quand le mot était difficile. On avait ce qu'on appelait les grilles d'analyse ou les fiches de lecture. C'est-à-dire que avant même de lire complètement le livre, c'est-à-dire du début à la fin, rien qu'à l'analyse de la couverture, analyse du titre, analyse voilà, de la première de couverture, de la préface et d'une lecture en diagonale, on pouvait déjà se demander, oui, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, quels sont les thèmes qu'il a voulu développer dans ses œuvres. Voilà, c'est les questions qu'on se posait et donc à la fin de l'exercice, on pouvait déjà avoir une idée générale de ce que l'œuvre et son auteur pouvaient nous apporter à la fin de la lecture. Or, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'il faut ramener le mot wesh dans la langue française. D'ailleurs, ils l'ont fait, c'est devenu un mot acceptable lorsqu'on joue du Scrabble. Donc, si vous voulez, c'est autant de choses qui me font dire, et sans prétention aucune, que la France n'est plus la France. Dans l'échiquier politique, cette frange de population-là, de noirs qui veut qu'on les supporte uniquement parce qu'ils sont noirs, ils sont très souvent retrouvés dans l'échiquier politique à gauche. Or, il se trouve que moi, je ne réfléchis pas comme ça. De prime abord, je pense que toutes sans vraiment hésiter ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que les véritables socialistes issus de l'immigration atteignent même 1% de la population. Je ne crois même pas en fait à ça. Je pense sincèrement que tous ceux issus de l'immigration, sans prétention aucune, sont foncièrement des personnes de droite, sinon d'ultra-droite. Parce que il suffit de voir en tout cas leur comportement dans la société, il suffit de voir leurs revendications. Très souvent, c'est des personnes qui se disent musulmans et fiers de l'être, arabes et fiers de l'être, algériens et fiers de l'être, noirs et fiers de l'être, camerounais et fiers de l'être. Donc ça, c'est des expressions en réalité qu'on retrouve chez ceux ils cataloguent d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils vont discuter avec des gens qui vont dire moi je suis français et fier de l'être, et vont dire que cette personne est raciste alors qu'ils tiennent le même discours en changeant juste le mot français par leur origine, par leur orientation sexuelle aujourd'hui et par leur religion. Donc il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'ossature du discours. Donc moi aujourd'hui je pense que tous ceux qui sont issus de l'immigration et qui se présentent comme étant voilà les bien-pensants, les âmes charitables de la gauche sont simplement des personnes qui sont à gauche parce que la gauche sert leurs intérêts. C'est une histoire, voilà, c'est une relation de parasite, de voilà, moi j'ai besoin de vous comme chair à canon électoral et à l'inverse, j'ai besoin de vous pour que vous fassiez passer des votes, des voix ou alors que vous défendiez voilà, notre cause de minorités, d'étrangers en France. Je pense sincèrement que quiconque se sent étranger en France est simplement la personne qui n'a pas fait le choix et qui n'a pas exprimé la volonté d'aller à la rencontre du peuple français. Moi, par exemple, je suis camerounaise, je n'ai pas fait la demande de nationalité. Cependant, quand moi, je me retrouve en milieu avec des jeunes Français, avec des militaires qui chantent voilà, les chants dans les casernes, moi, ça me parle, moi, ça me touche. Quand j'entends les histoires, quand j'entends l'histoire de France, ça m'intéresse. Quand on m'invite dans des restaurants, je ne vais pas manger kebab, je vais toujours essayer de découvrir. Et même le fromage au début que je n'aimais pas, aujourd'hui j'ai plus de facilité, j'ai appris à aimer. En tout cas, ici, mon propos, c'est la volonté d'aller à la rencontre de la France
d'aller à la rencontre des Français, aller à la rencontre de ce on ne connaît pas. Or, il se trouve que tous ceux qui arrivent maintenant en France, qui ne connaissent pas la France, qui ne connaissent pas les Français, ne font même pas l'effort, en fait, d'aller à la rencontre de cette France-là et des Français en question. Ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils essayent de retrouver les différents groupes communautaires qui pourraient leur ressembler, donc leurs semblables. Ils vont s'embrigader, s'enfermer dans ces communautés-là. Ils sont clairement assignés à résidence à partir de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, et ils se disent que voilà, à partir du moment où je vis avec mes semblables et que j'évolue dans cette communauté-là, eh bien, je suis protégée. Or, c'est faux. Les semblables en question ont uniquement pour vocation de vous laisser là, enchaîner à vos peurs psychologiques. Il faut faire l'effort, en réalité, de sortir de ces peurs-là, d'aller à la rencontre des Français, et vous verrez qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à apprendre. Déjà, mon discours, il n'est pas fait pour défendre la France. Je pense que la France et les Français se défendent très, très bien eux-mêmes. Mon discours s'adresse à une catégorie de personnes et s'ils se sentent visés, eh bien, c'est tant mieux. En outre, je ne suis pas dans la caricature quand je dis que oui, j'ai été victime de racisme, mais pas venant des Blancs. Ce n'est que pure vérité. Je ne vais pas aller inventer un racisme dont je n'ai pas été victime pour plaire à des gens et mieux leur expliquer que voilà, j'ai été victime de racisme, ça y est, je suis comme vous. Non, les personnes qui m'ont traité de singe, de traître, de bunchi et de tout autre nom d'oiseau n'avaient pas, en tout cas, la couleur blanche. Comme quoi, effectivement, on peut partager le même marqueur génétique, c'est-à-dire la couleur de peau, sans forcément avoir les mêmes idées. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de caricatural. En outre, oui, après mon expérience dans la sphère politique camerounaise, entre 2018 et 2019, j'avais effectivement rompu tout lien affectif, toute relation probable et possible entre moi et le Cameroun, parce que oui, j'avais été déçue non seulement depuis le socle familial, mais également politiquement avec des amis, parce que j'avais l'impression de vouloir en réalité quelque chose qui n'était pas possible. Or, il se trouve que depuis que j'ai fait cet exercice-là, depuis que j'ai écrit mon livre, depuis que je me suis confiée à François-Xavier Consoli et il est couché mon témoignage voilà, sur du papier, ça a été pour moi une forme de thérapie. Donc, je ne suis pas dans la caricature. Au contraire, l'exercice que je fais m'a permis de réaliser que oui, finalement, j'adore mon pays, le Cameroun, et que la façon dont eux, ils voudraient que je les aime, c'est-à-dire dans la complaisance, ce n'est pas pour moi le meilleur moyen de faire évoluer les choses. Je pense que le meilleur moyen dans ce cas-là d'aimer, que ce soit les minorités, que ce soit mon pays d'où je viens, que ce soit mes origines, c'est de leur dire la vérité. Il se trouve que cette vérité-là ne leur plaît pas forcément et que cette vérité-là, en quelque sorte, défend la France, mais ce n'est pas spécialement voulu. Moi, mon discours, en réalité, c'est plus un discours de voilà, faites attention à ne pas tomber dans la caricature, dans voilà, les préjugés, dans ce que vous ne connaissez pas, parce que quand vous êtes ignorant, c'est la pire chose qui puisse vous arriver en France. Non, ça n'a absolument rien à voir. Mon livre n'a absolument rien à voir avec Éric Zemmour. Et n'a rien à voir avec le propos d'Éric Zemmour. Il se trouve, il se trouve que, voilà, comme vous n'avez pas manqué de le rappeler, les personnes, malheureusement, hein, qui le disent, qui défendent mieux la France, qui expriment mieux leur amour pour la France, eh bien, c'est des personnes issues de l'étranger, enfin, issues de l'immigration. Et très souvent, eh bien, nous, vous ne pouvez pas comprendre, en fait, le choc que ça nous fait de se rendre compte que, voilà, l'image qu'on s'était fait de la France en question n'est pas fidèle à la réputation, enfin, n'est pas fidèle à la réalité. Et ça, c'est un peu une forme de désillusion, si vous voulez. Ce qui me fait par contre plaisir et qui me rassure, c'est qu'il y ait des personnes qui n'ont pas manqué de nous rappeler et de nous dire, que ce soit d'ailleurs à moi ou à toute autre personne étrangère qui tient le même discours que nous autres, que voilà, si aujourd'hui j'aime encore mieux la France et que je comprends pourquoi vous prenez la parole, eh bien c'est grâce à vous. Parce qu'avant ça, j'avais complètement oublié à quel point je pouvais avoir effectivement la chance d'être française ou français et la chance de vivre dans ce pays. Et ça, c'est le but en réalité de mon discours. Ce n'est pas, mon discours n'a pas pour vocation de donner des points à un politicien ou une politicienne ou peu importe. Non, ce n'est vraiment pas le but. Il se trouve que ça coïncide
que la réalité, voilà, c'est juste la preuve que mon livre est un livre réel. Je n'ai rien inventé. Mon parcours, mon histoire, c'est l'histoire voilà, de plusieurs autres personnes comme moi. Et la réalité n'est pas la politique, ce sont les faits. La politique me passionne, mais pour l'instant, je n'ai pas de projet ou encore moins, je pense, hein, d'avenir dans la politique. Je suis commentatrice, j'apparais dans les médias régulièrement et voilà, à chaque fois qu'on me pose la question, on me dit: «Écoutez, mademoiselle Stella Kamga, quel est votre avis sur tel ou tel sujet d'actualité ou de politique?» Et donc oui, je donne mon avis. Je ne suis le porte-parole ni d'aucune minorité, ni d'aucun homme politique, ni voilà, je situe clairement mes idées à droite de l'échiquier politique, mais je n'appellerai pas à voter pour un quelconque candidat. Cependant, il est vrai que oui, j'ai déjà manifesté une admiration pour Marine Le Pen, mais encore une fois, c'était en dehors du cadre politique. Moi, c'est la personne voilà, qui m'a impressionnée de par son parcours en tant que femme. Voilà, elle a une histoire assez, je vais dire, assez complexe que beaucoup de gens n'écoutent pas ou alors ne prennent pas attention. Voilà, et je pense que c'est quelqu'un qui a sacrifié beaucoup de choses. Et voilà, pour moi, en matière de femme politique, elle est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En dehors d'elle, je n'ai pas manqué très souvent de citer également Rachida Dati. Je l'ai longtemps fait. Mais voilà, mais sinon, le fait que je sois déjà dans les médias exige de moi une certaine neutralité du discours. Et ça, j'espère que j'y arrive. Mais sinon, je n'ai pas manqué, voilà, en toute honnêteté des choses, rappeler que mes idées sont situées à droite de l'échiquier politique. Je suis pessimiste, c'est vrai. Parce que je mentirais que si je dis que je suis sûre de quoi que ce soit. Déjà, à droite, tout ce qui représente la droite de la France, sont en pleine guerre actuellement, en pleine guerre de campagne. Donc, ce que moi j'aurais aimé, en tout cas, c'est de voir une droite unie pour faire affirmer ces idées. Mais il se trouve que voilà, il y a la France, ensuite, il y a les idées politiques. C'est une chose. Donc voilà, moi, en tout cas, dans le meilleur des mondes, je dirais que toute la droite, en tout cas, devrait s'unir pour faire appliquer ses idées. Mais bon, je pense que c'est du même ordre que vouloir la paix dans le monde. Donc, je vais arrêter de me leurrer sur le coup. Mais l'avenir de la France, je pense qu'elle est clairement entre les mains des Français et que je ne peux pas avoir de certitude vu que ce détail-là ne dépend pas de moi. Ça dépend d'approximativement 67 millions d'habitants et en réalité, c'est eux finalement en 2022 qui choisiront si leur avenir sera brillant, stagnant ou dans le pire des cas, malheureux.